Pour recontextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que, durant toute ma maternelle et la primaire, donc de mes 3 ans jusqu'à mes 9 ans à peu près, j'ai vécu de la maltraitance psychologique. Mes parents, tous les deux, travaillaient. Mon père était dans les transports, ma mère était dans le commerce. Donc forcément, il fallait me trouver quelqu'un, une nounou. Ils ont trouvé une dame d'un certain âge. Dans mes souvenirs, elle devait avoir quoi ? La soixantaine, vraiment de prime abord, la mamie qui garde plusieurs enfants, qui voilà, t'as envie de lui faire confiance. C'est la mamie où tu te dis, elle va donner des gâteaux à tes gosses, elle va bien s'en occuper, etc. J'étais pas le seul enfant qui était gardé par cette personne, pas du tout. Mais moi, pour le coup, comme mes parents avaient des horaires très compliqués, pas du tout flexibles, dû à leur emploi du temps, j'y étais très souvent. Quand tu fais un ratio, j'ai passé beaucoup plus de temps chez cette personne qu'avec mes propres parents. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme les gosses, quand tu calcules, ils passent plus de temps à l'école que chez eux à leur foyer. Cette dame a abusé de mon jeune âge. Tu parles pas, tu verbalises mal les mots. Enfin, c'est normal, t'es un enfant. Elle a profité de cette incapacité pour moi de dire les choses pour abuser en fait de mon bien-être et de ma santé mentale. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses enfant que je n'aurais jamais dû vivre ou voir. C'était une personne qui vivait avec son conjoint et son ex-mari venait régulièrement aussi. C'était un micmac, on va dire. Cette dame et son mari se tapaient dessus. Clairement. Déjà, c'est affligeant, malheureusement, de savoir qu'il y a de la violence physique au sein d'un foyer. Mais ce qui est encore plus déstabilisant, moi, à mon œil d'enfant, c'est que tout ça, ça s'est passé sous mes yeux. J'ai grandi, mon enfance, en voyant des gens se taper dessus, en voyant des assiettes volées, en voyant des personnes pleurer, crier. C'était atroce, c'est-à-dire que cette dame, au-delà de toute cette violence, ne portait aucun intérêt et aucun amour pour les enfants qu'elle gardait. On était livrés à nous-mêmes. J'étais chargé d'aller chercher les bouteilles d'alcool au supermarché pour elle et pour son mari, qui est alcoolique. Et bien sûr, à l'époque, moi j'ai 30 ans, t'es un gamin à la caisse avec un billet et une bouteille de vin rouge, et la caissière elle disait rien. Donc j'étais chargé de faire ça très régulièrement, si ce n'est pratiquement tous les jours en fait. Je m'en rendais pas compte que c'était pas normal, parce que j'étais un enfant. Quand tu y repenses, tu te dis mais sur le trajet de chez elle à ce casino, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. J'étais un gosse, j'aurais pu me faire renverser, me faire enlever, ce qui fait que j'ai grandi et mes parents malheureusement m'ont vu grandir dans l'ignorance parce que je gardais tout ça pour moi. Son mari alcoolique mettait des choses à la télé durant le repas qu'un enfant ne devrait jamais voir. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez comprendre de quoi je parle. Je sais pas si c'est pour ça que maintenant je suis aussi sensible. Pour moi, les mots ont du sens, peuvent des fois autant m'atteindre que si tu me mets une baffe. Des fois, il y avait certains mots qu'un enfant n'arrive pas à prononcer. J'arrivais pas à dire le mot yaourt. J'étais privé de dessert si j'arrivais pas à dire le mot yaourt. Nos moments de pause et de récré, c'était nous entre les enfants où on allait jouer dans sa cave en fait. Ça l'arrangeait. Elle empochait le fric de nos parents. On n'était pas dans ses pattes, on était dans la cave. Et elle, à côté de ça, elle pouvait continuer de faire sa petite vie. On mettait des enfants dans une cave pour qu'ils jouent. Et quand j'y pense, je me dis mais c'est invraisemblable. C'est vraiment... Enfin, là j'ai l'impression de parler d'un film d'horreur qu'on pourrait retrouver sur Netflix. Alors bien évidemment, toutes les nourrices, etc. ne sont pas comme ça. Moi, tout de suite après cette dame, j'étais placé chez une autre nourrice. Et là, c'était parfait. C'était comme une deuxième grand-mère pour moi, qui m'a chouchouté, qui aimait son métier, qui aimait les enfants, qui m'aimait et que j'aimais aussi. Faut pas faire de stigmatisation. Tout le monde n'est pas tous pareils. Il y a des tarés partout. Et comment tout ça, ça s'est conclu, comment je suis sorti de cet enfer. Mes parents étaient très proches d'une maman qui avait laissé également sa fille chez cette dame. Mais cette fille, un jour, a verbalisé auprès de sa maman tout ce qu'on subissait, elle et moi, et même les autres enfants. Et bien sûr, elle en a automatiquement parlé à ma mère. C'est là où on voit la perversité, en fait, de cette nourrice et de son compagnon. C'est qu'ils ont profité, en fait, de mon jeune âge, de ma sensibilité, de ma non-verbalisation pour abuser de moi. Le plus vicieux dans tout ça, c'est que quand mes parents venaient me chercher les soirs, là elle se montrait adorable avec moi, remplie d'attention, etc. Elle faisait tellement illusion que mes parents, plusieurs fois, l'avaient invitée même à manger à la maison, alors qu'en fait, il se passait tout ça à côté. Comme quoi, le diable, des fois, il n'en a pas l'air physiquement, mais c'est les personnes les plus gentilles ou qui puissent porter confiance qui sont les plus atroces. Même si c'était il y a longtemps, même si enfant j'avais pas l'impression que je subissais quelque chose de pas normal parce que j'étais habitué à ça, en grandissant en fait ça laisse des séquelles. Quand on me dit un mot de travers, des fois je peux prendre la chose à cœur directement. Est-ce que c'est à cause de tout ça ?
Je sais pas, je prête beaucoup d'attention aux personnes âgées, aux enfants. Je sais pas pourquoi, j'ai un attrait, une sensibilité envers ces personnes-là. C'est pour ça qu'aussi il y a quelques années, je pense, j'ai été enseignant, hein, que ce soit en primaire, au collège, en maternelle. J'ai ce besoin de faire attention à eux, de les accompagner et d'être sûr que, il va rien leur arriver, du moins quand je suis là. Peut-être, hein, c'est peut-être un trauma qui fait que il y a un instinct protecteur en moi qui a ressurgi. Peut-être, je sais pas. Et je me dis quand même, j'étais un petit garçon fort parce que malgré tout ça, j'ai réussi à faire ma maternelle et ma primaire correctement, j'ai pas redoublé, j'ai eu aucun mal à me sociabiliser dans mon école. Donc je me dis, finalement, les enfants sont bien plus forts des fois qu'on ne le pense et peuvent même surpasser des adultes. Mais il faut savoir qu'en septembre, je suis parti vivre à Barcelone. Donc c'était mon rêve de partir à l'étranger où je ne parle pas la langue, où je connais strictement personne, où je n'ai ni logement. J'avais rien. Je suis parti avec mon sac à dos et donc dans un premier temps, j'étais dans une auberge de jeunesse. Hein. Mon impératif, c'était de trouver une colocation. Parce qu'en Espagne, ils ont cette culture où vivre seul, c'est pas quelque chose de commun. Et puis de toute façon, la vie là-bas, d'un point de vue habitation, est très chère. Donc je commence à rechercher de mon auberge de jeunesse. Donc sur Facebook, sur les réseaux, je poste pas mal d'annonces. Je visite plein d'appartements, mais à chaque fois ça va pas. Parce que je suis français, soit parce que je parle pas espagnol, parce que j'ai pas de boulot, donc de salaire, donc pour eux, aucune sécurité financière, ce que je peux comprendre tout à fait, hein. Mais c'était la galère. Et un jour, je reçois un message en privé sur Facebook d'une fille, d'une femme même, de 40 ans, qui m'écrit et qui me dit écoute Laurent, j'ai vu ton annonce. Moi déjà dans mon appartement, il y a moi, il y a un de mes amis et il y a une chambre qui est libre. Du coup, moi ce que je te propose, c'est de venir la visiter tout simplement. Elle me montre quelques photos, l'appartement est plutôt cool. Le loyer en plus qu'elle me demande est archi pas cher, c'est-à-dire que le loyer qu'elle me demandait, c'est moins cher que quand je vis à Toulouse. Donc un truc de fou, tout en étant à Barcelone. Enfin, je me suis dit, je sais pas, c'est le destin, parce que moi je crois en l'univers, je crois aux signes. En plus, cette personne, elle est française. Il y a quelques années, elle vivait à Paris et elle a eu la même démarche que moi, que de partir seule. Donc je me suis dit, c'est cool, ça va être un peu mon épaule, ma grande sœur sur laquelle je vais pouvoir exprimer mes doutes, mon ressenti dans ce nouveau challenge de vie. Et forcément, elle va me comprendre parce qu'elle a vécu. Donc arrive le jour J, où je me pointe chez elle pour visiter l'appartement. Je suis face à une personne très gentille, qui me met tout de suite à l'aise. Elle me montre l'appartement, mais surtout ce qu'on a fait durant notre rencontre, c'est papoter et apprendre à se connaître. Elle était dans l'écoute, dans l'empathie, de savoir qui j'étais, ce que je recherchais dans une colocation. Enfin, c'était vraiment top. Elle avait un certain franc-parler, mais je me disais, tant mieux. C'est une personne qui a du caractère, qui se laisse pas faire dans la vie de tous les jours. Et on sait qu'en tant que femme, il faut avoir du caractère avec tout ce qu'elle subisse, malheureusement. Donc voilà, tout se passe super bien, au point où elle me dit, écoute Laurent, moi ce que je te propose pour pas être dans la précipitation, donc même elle se mettait à ma place, hein. Elle me dit, prends du temps pour réfléchir un petit peu, retourne à ton auberge de jeunesse quelques jours, tu fais le pour et le contre, et moi sache que dans tous les cas, je te réserve la chambre. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là, je vous en parle un peu de façon avec du recul, même si ça m'a détruit, hein. J'ai perdu totalement confiance en moi, ce qui fait que là, je n'ai toujours pas retrouvé la confiance que j'avais avant de partir, que j'ai pris plus de 10 kilos, et ça a été la descente aux enfers pour moi. J'en parle à mes parents. Ils me disent, c'est trop bien Laurent, fonce. Moi, pareil de mon côté, je pense la même chose. Je me dis, je serais bête que de refuser, quoi. J'avertis cette personne, elle me dit trop bien, écoute, à telle date, viens et commençons cette colocation ensemble. Donc je m'installe chez elle, tout ça, tout se passe très bien. Et là, ça a été compliqué quand les jours ont commencé à suivre, quand j'ai commencé à vivre avec cette personne. C'est que le visage aussi attachant, bienveillant à mon égard, a radicalement changé. J'ai dû faire face à quelqu'un de tyrannique, et je pèse mes mots, de tyrannique avec moi. Elle me criait dessus à la moindre chose. La toute première réflexion qu'elle a pu me faire, j'étais tranquillement en train de boire mon café sur la table, hein, et là elle débarque. Elle me crie dessus parce que la serviette de la salle de bain, je l'avais pliée parce que je suis quelqu'un, moi, je suis pas chez moi, je fais une coloc, j'ai beau payer le loyer, je vis avec des personnes donc je fais attention. Déjà que je suis quelqu'un de nature maniaque, mais là, puissance 10 000 avec autrui, quoi, c'est normal. Et donc j'avais plié cette serviette dans la salle de bain, mais pas au carré comme madame le désirait. Donc elle m'a hurlé dessus. Tout au long de cette colocation, dès qu'elle me faisait des remarques, qu'elle me criait dessus, etc., je lui trouvais forcément des excuses en me disant « Ah bon, là c'est le temps qu'elle s'habitue à ma présence, elle est peut-être un peu chamboulée ou
elle s'en est pas rendue compte, quoi, qu'elle me parlait comme ça. Enfin, c'est pas de sa faute. Je la dédouanais de tout ce qu'elle pouvait me faire et je devenais mon propre bourreau envers moi-même puisque je m'étais enlevé toute limite, toute dignité et j'acceptais toutes les atrocités qu'elle me faisait. Ma chambre était collée au salon, donc déjà elle passait littéralement son temps dans le salon, allongé sur le canapé. Il y avait plus de place pour moi. Faut savoir que l'autre coloc, il était DJ, donc on le voyait pas forcément la journée. Et en plus de ça, c'est un des potes à cette personne. Donc vous comprendrez bien que toutes les réflexions, c'est moi qui les prenais. Mais dès que elle ou lui laissait traîner quelque chose, elle s'en prenait à moi. J'étais le souffre-douleur de cette colocation. Alors là, vous pourrez vous dire, mais Laurent, mais pourquoi tu t'es pas barré? T'avais 29 ans, t'as eu le courage de partir à l'étranger. Enfin, ça peut être très simple. Ben ouais, mais pour moi, ça l'était pas. J'étais un petit Français dans un nouveau pays où on parle pas ma langue. J'ai enfin trouvé un loyer, une habitation. C'est tellement dur en fait là-bas à trouver quelque chose où vivre que je me sentais piégé. Je me disais, si du jour au lendemain je me barre, pour aller où? C'est pour retourner dans une auberge de jeunesse et encore payer plein pot. Je me sentais piégé, d'où le fait encore une fois que j'ai enlevé tout respect envers moi-même et que j'ai tout accepté, du moins j'ai tout subi. Je passais mon temps enfermé dans ma chambre. Plusieurs fois elle avait ses amis français au téléphone et elle parlait de moi. Alors que j'étais dans l'appartement et elle les mettait sur haut-parleur, elle parlait à voix haute alors que j'étais à côté d'elle. Je devais faire face à des mensonges, comme quoi j'étais une charge mentale pour elle, que je laissais tout traîner, que s'il fallait mettre des étiquettes partout où je fous la merde, il y en aurait partout des étiquettes, que j'étais même sale, Clairement, elle l'a dit, alors qu'elle savait que j'entendais, en fait. Bien sûr, ça a parlé sur ma chaîne YouTube, comme quoi elle avait comprise que je faisais des vidéos, mais bon, comme elle disait elle-même, moi, ça m'intéresse pas du moment qu'il a pas percé. Ça, c'est des mots que j'ai entendus. Jusqu'à remettre en question mon éducation, j'ai subi et j'ai tout encaissé, en fait, sans jamais rien dire, parce que je me sentais piégé et parce que, par moments, comme elle se montrait adorable, à chaque fois, je me disais, là, cette personne gentille, c'est elle la vraie personne. Elle se rend pas compte comme elle est par moment, quand elle est méchante ou qu'elle ment. Alors qu'en fait, non, c'est pas parce qu'une personne est gentille que ça doit faire oublier toutes les méchancetés à côté, en fait. En fait, une fois, je parlais avec elle, et là, elle me raconte qu'avec son ancien coloc, donc avant moi, ça s'était très mal passé. Et là, je la revois me dire, ah non, mais tu sais, Laurent, à un moment, on s'est tellement engueulé que j'ai sorti un couteau de la cuisine et que je l'ai menacé, quoi. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, je suis dans la merde parce que au-delà d'être avec une personne tyrannique, je peux être aussi face à quelqu'un de violent. Et le pire, qui n'a aucune empathie. Et c'est pour ça que je le répète, mais les mots ont un pouvoir. Celui de rendre heureux quelqu'un comme celui de le détruire. Ça a été par les mots où ces deux femmes, en fait, cette nourrice et cette coloc, m'ont détruit. Pourtant, j'ai du caractère, Mes parents seraient les premiers à vous le dire, je me laisse pas marcher dessus. J'ai mon caractère, des fois j'ai même un sale caractère, on va pas se mentir. Mais là, j'étais l'ombre de moi-même. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas d'explication, juste le fait que ce soit quelqu'un de mauvais, en fait. Et c'est une réalité, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Il y a des gens qui te diront, mais on démarre pas dans la vie en étant mauvais. C'est par rapport à ce qui nous arrive, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, on a tous vécu des choses compliquées dans notre vie. Maintenant, c'est à nous et à notre libre arbitre de choisir si on va le faire subir aux autres ou non. Moi aussi, enfant, j'ai vécu de la maltraitance psychologique, de la violence sous mes yeux, de l'alcoolisme. Pour autant, je me suis pas servi de ce trauma-là et de cette excuse-là pour être méchant, en fait, envers les gens, non. Donc, en fait, il n'y a aucune excuse à trouver à ces gens-là. Une fois, elle s'est intéressée à moi. Enfin, elle s'est intéressée à moi, vous allez voir. Elle vient me voir, elle me fait, écoute Laurent, il y a le coloc et il y a mon mec qui... C'est pas la première fois, qui me témoigne que quand ils te voient passer dans l'appartement, etc., ils sentent que ça va pas. Et moi, en fait, sur le moment, comme, c'est elle mon bourreau, je vais pas lui dire, meuf, oui, c'est à cause de toi que je vais pas bien. Parce que je sais que c'est le genre de personne qui ne se remettra pas en question. Donc, je lui ai dit, non, écoute, je sais pas, je dois être fatigué. Et là, elle me sort comme phrase, oui, de toute façon, moi, les gens, quand ils vont pas bien, j'y prête pas d'attention, quoi, ça m'intéresse pas. Voilà, pour moi, la plus belle des qualités, c'est ce que je recherche dans mon entourage, c'est l'empathie. Quelqu'un qui ne se met pas à la place d'autrui, ça m'intéresse pas, je te veux pas dans mon quotidien. Parce que ça voudra dire que soit tu m'as déjà fait du mal et tu t'en es pas rendu compte, soit le jour où tu t'en feras, ça sera le cadet de tes soucis. Donc dans ce cas-là, moi, les gens sans empathie, je les écarte de ma vie sans faire d'histoire, mais ça m'intéresse pas. Comment tout ça s'est conclu? C'est-à-dire qu'elle est partie pendant 15 jours à Paris. J'ai revécu pendant ces 15 jours, honnêtement, à investir un petit peu l'appartement. Parce que pour vous dire, je vais faire du shopping à Barcelone, et je reviens et je dis, ah putain,
Je voulais acheter une bougie, je me serais dit que ça aurait pu être sympa, une toute petite bougie, hein, qui est un élément de déco à moi et qu'on puisse utiliser cette bougie quand on a envie tous les trois. Et là, elle m'avait répondu, ah non Laurent, si tu veux acheter une bougie, c'est pour ta chambre, hein. C'est pas pour l'appartement, il est hors de question, moi j'aime pas les bougies. Bon, il s'est avéré que 15 jours plus tard, elle s'est ramenée avec des bougies, hein. J'avais bien compris que j'avais beau payer un loyer, que je ne serais jamais chez moi, que je pourrais jamais me sentir dans mon cocon, et qu'elle ferait tout mais pour m'en empêcher. Et j'ai profité qu'elle soit partie à Paris pour commencer à faire des recherches d'appartements. Il s'avère que j'ai très rapidement trouvé un nouvel endroit et j'ai pu vivre pleinement mon rêve à Barcelone. Je regrette pas d'être parti à Barcelone, c'est ma plus belle expérience et je sais qu'un jour je retournerai vivre là-bas. Si je fais cette vidéo, c'est de la prévention en fait. Si tu l'as vécu, sache que moi aussi je l'ai vécu. Si t'es en train de le vivre, c'est pas ok. Je pense que le seul moyen de s'en sortir avant tout, c'est de le verbaliser. D'une part, envers soi-même, pour réaliser que ce que tu vis, c'est pas ok. Et de l'autre, en parler autour de toi. Tu n'as pas à subir ça. Personne n'a à subir ça. On est encore là. On l'a vécu, mais on est debout. Et là, moi, tout de suite, j'ai eu du mal à faire cette putain de vidéo. C'est la 10e fois que j'essaye de la tourner. Mais là, je suis fier, j'y arrive. Et je suis encore debout. Et pour autant, toute ces mauvaises expériences de l'âge enfant à l'âge adulte, je suis fier parce que ça m'a pas transformé en quelqu'un de mauvais. Je reste avec plein de défauts, mais avec beaucoup d'empathie et de gentillesse envers les gens. Et je suis content de me dire que je suis pas devenu comme ces bourreaux finalement. Je vous fais des énormes bisous et surtout n'oubliez pas, et c'est le plus important, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah!